Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont du mal à mettre en œuvre leur plan de relance dû au fait que les engagements pris dans ce sens aux États-Unis et en Europe prennent du temps à se matérialiser. C'est ce rappel que le président Alpha Condé a fait ce vendredi à ses homologues du fleuve Mano à l'occasion de l'ouverture des travaux du 24e sommet des chefs de l'État et de gouvernement de l'organisation. Un reportage d'Alpha Diallo rendu en studio par Dianka Sissé. Le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement du fleuve Mano s'est tenu à Conakry au lendemain du passage dévastateur de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. 2 ans après les pays touchés, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria peinent toujours à se relever aussi bien au plan social qu'économique. La faute au retard accusé dans la mise en œuvre des promesses faites en 2015 à Bruxelles, Washington et New York a fait remarquer le président Alpha Condé. Ce sommet du fleuve Mano devra donc se pencher sur cette question afin de relever les défis. Ce 24e sommet devra nous permettre de faire le point sur la mobilisation des ressources et d'étudier les voies et moyens pour lever les contraintes et obstacles en vue de la mise en œuvre de ce plan. Il reste bien entendu que la reconstruction de nos économies incombe fondamentalement à nos États respectifs et dans le cadre solidaire de l'Union du fleuve Mano en particulier et de l'intégration africaine en général. C'est dans cet esprit que je voudrais rappeler que les actes prioritaires du plan de relance portent essentiellement sur la reconstruction de nos systèmes de santé et des infrastructures physiques fortement dégradées. L'épineux phénomène du terrorisme n'est pas resté à marge lors de l'ouverture des travaux. La Côte d'Ivoire a subi une attaque terroriste en mars 2016 pour mettre donc l'espace Mano à l'abri de toute agression extrémiste. Le représentant de Alassane Ouattara à cette rencontre a appelé à plus de coopération. Le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du fleuve Mano à travers la mise en commun de nos moyens doit guider toutes les actions, notamment en ce qui concerne la sécurisation de notre espace communautaire. C'est seulement à ce prix que nos États pourront poursuivre la marche vers le développement économique et social en faveur de leurs populations respectives. L'examen du cadre institutionnel et la restructuration du secrétariat général de l'organisation étaient aussi inscrits dans l'agenda de ce 24e sommet. Sous l'égide du chef de l'État, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu hier au Palais Sékou Toureya. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, notamment le message du président Alpha Condé et le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 14 et 21 juin dernier à Bakar Condé. S'agissant du premier point, le président de la République a instruit les ministres en charge des travaux publics et des transports de mettre en application les recommandations de la CEDEAO sur le contrôle de la charge à l'essieu des poids lourds. Il a demandé aux ministres en charge de l'urbanisme et de l'habitat d'accélérer la mise en œuvre des différents projets de construction de logements sociaux. Le chef de l'État a invité également la ministre en charge de l'environnement à veiller au respect des mesures interdisant la coupe et l'exportation de bois. Pour la session du Conseil interministériel du 14 juin, plusieurs communications ont été faites, dont celle de la ministre des Travaux publics relative à l'organisation à Conakry de 2 réunions sous-régionales sur le secteur routier. Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé a soumis le projet de décret d'application de la loi L 2015-008 Assemblée nationale du 25 mai 2015 portant code des investissements de la République de Guinée. Pour la session du Conseil interministériel du 20 juin 2016, le ministre du Commerce a fait une communication relative à l'élection des organes de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé de ce qui suit. Le Conseil donne son accord sur la tenue des réunions sur le projet d'autoroute du corridor Dakar-Abidjan et sur les travaux de la 9e réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest et de l'AFERA, Association des fonds d'entretien routier africains. À cet effet, le Conseil demande la mise en place d'une commission interministérielle pour assister le département dans les préparatifs et instruit la ministre en charge des Affaires étrangères d'effectuer les formalités d'usage. 2. Le Conseil adopte le projet de loi portant statut de la Banque centrale de la République du Guinée sous réserve de la prise en compte des amendements proposés. 3.
Le Conseil adopte le projet de décret d'application de la loi 2015-08 AN du 25 mai 2015 portant Code des investissements de la République de Guinée sous réserve de la prise en compte des amendements adoptés. 4. Le Conseil instruit la ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée de rendre opérationnel le comité interministériel et le CENTIF en vue de la mise en œuvre urgente des recommandations du GIABA. Et puis, le gouverneur de la Banque centrale a fait une autre communication sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Guinée. La Guinée vers l'organisation des élections communales et communautaires en octobre 2016. L'institution électorale vient d'entamer à cet effet une série d'activités liées notamment à l'actualisation de la cartographie des bureaux de vote. Ce jeudi, les membres de la CENI ont conféré avec des membres des partis politiques et sociétés civiles. Objectif, leur expliquer les biens fondés de ces opérations. Sayon Kourouma. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, de plein pied dans l'organisation des futures élections locales dans le pays. Ramener au niveau... Devant les délégués des partis politiques et membres de la société civile, les commissaires de l'organe électoral songent sur comment assurer la fluidité le jour du vote et éviter la délocalisation des électeurs. Parmi ces opérations, la question d'endosser les bureaux de vote au niveau des secteurs et non des quartiers se pose. Chaque bureau de vote doit correspondre à un ou deux secteurs. Vous allez voir des secteurs qui ont 2000 électeurs, comme dans les zones urbaines. Ces secteurs-là vont peut-être avoir 4 à 5 bureaux de vote. Il faudrait qu'il y ait une liaison entre ces bureaux de vote et ces secteurs pour qu'on comprenne que ces bureaux relèvent effectivement de ces secteurs. Donc nous voulons descendre dans notre découpage au plus bas niveau, c'est le secteur. Cette démarche est donc la toute première mission pérenne que l'institution entend mener dans le cadre de l'actualisation du découpage, puis suivra l'activité d'identification des centres de vote. Il y a des bureaux de vote qu'on installe, c'est implanté dans la rue, c'est implanté à la Belle Étoile, et il y a les intempéries, il y a la pluie, et parfois il faut mobiliser les moyens pour mettre les bâches, ainsi de suite. Nous allons donner des fiches aussi pour identifier des centres de vote, c'est-à-dire des écoles, des postes de santé et même parfois des permanences qu'on connaît dans nos villages. On va désigner, à l'absence de tout ce que j'ai cité, d'espace approprié pour abriter un centre de vote, nous allons désigner cet espace-là pour regrouper l'ensemble des bureaux de vote de ce village, si ça permet d'être regroupé. Toutes ces opérations concourent à la réalisation du projet de chronogramme proposé par l'institution électorale et à la CENI, on affiche l'optimisme. Nous avons positionné la date de la période d'octobre comme étant la période dans laquelle nous allons organiser les élections locales. Donc je crois que la CENI reste derrière cette date-là et nous sommes en train de dérouler les activités de manière totalement fluide et aérée, de nature à ce que ce délai qui avait été positionné, que nous puissions le respecter. Au cas où nous avons des difficultés d'ordre technique ou financier, je crois que la CENI reviendra le moment venu pour faire le point sur ces questions-là. L'organe en charge des élections en Guinée sollicite l'implication des partis politiques et sociétés civiles pour la réussite de ces opérations qui débutent très prochainement à travers le pays. L'axe de coopération Conakry-Abidjan se renforce. Une mission ivoirienne séjourne actuellement dans la capitale guinéenne. La délégation a échangé hier jeudi avec les responsables des départements de la pêche et l'élevage. Les débats ont porté essentiellement sur les secteurs du développement rural. Saloum Kondé. La Côte d'Ivoire est l'un des pays où l'agriculture est très développée, surtout dans les domaines de la culture du café et du cacao, des pratiques dans lesquelles la Guinée veut aujourd'hui s'évertuer, d'où la présence à Conakry de cette mission d'experts ivoiriens pour un échange. Cette journée de partage a abouti au renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le domaine rural en Guinée. Dans l'urgence, et on en a parlé tout à l'heure, il s'agit de relance de certaines filières, notamment la filière palmier à huile, café, cacao, et aussi l'anacarde. Vous êtes tous au courant de l'initiative présidentielle sur l'anacarde, toute chose que la Côte d'Ivoire sait faire.
et également sur les axes de coopération à moyen et long terme. Voilà résumé ce que nous sommes en train de... La Côte d'Ivoire a pris une longueur d'avance sur la Guinée dans les domaines de la pêche et de l'agriculture. La mission ivoirienne s'engage à accompagner le pays dans le développement de ces différentes filières afin de favoriser le décollage économique de la Guinée. La Côte d'Ivoire doit pouvoir aider la Guinée à développer le secteur cacao, secteur café, secteur même anarcade, en mettant à la disposition donc de la Guinée des graines prégermées qui vont être mis dans des pépinières. Parlant de l'élevage et de la pêche, c'est la même chose presque, puisque nous devons aider la Guinée dans le domaine avicole et dans le domaine de la porciculture. Au terme de ces séances de travail, les deux parties vont élaborer un rapport final qui sera présenté aux deux chefs d'État. Comment rassurer et protéger les populations guinéennes dans la consommation des eaux minérales qui non seulement se multiplient de façon exponentielle, mais aussi qui polluent l'environnement dans le pays. La situation préoccupe le ministère du Commerce. Ce vendredi, avec toutes les parties prenantes, le département a organisé une rencontre pour trouver des voies et moyens afin de réglementer ce secteur vital pour les consommateurs. Plus de précisions avec Yaou Bachir. Il s'agit pour le département du commerce de trouver cette fois-ci de nouvelles approches qui permettront dans un bref délai de réglementer la production et la commercialisation des eaux minérales dans le pays. Pour le ministre Marc Yombouno, c'est donc une rencontre décisive qui s'annonce avec toutes les parties prenantes, d'où la nécessaire ouverture de cette concertation. Aujourd'hui, chaque citoyen qui a un peu de moyens implante son unité sans que l'autorité compétente ne soit associée. Et c'est ce qui nous amène à d'abord commencer une démarche d'interpellation, de concertation avec tous les acteurs, et pour qu'au finish, la réglementation soit de rigueur. Et donc, une fois que la réglementation est adoptée, on va passer à la réflexion. Après donc cette première phase avec les structures techniques, Marc Yombouno compte élargir son champ d'action. Il va rencontrer dans quelques jours les promoteurs et les producteurs des eaux minérales. La deuxième phase sera la rencontre avec les producteurs même de ces eaux dites minérales. Et nous allons les soumettre cette proposition de réglementation. Eux-mêmes, ils vont l'approfondir. Et enfin, nous allons proposer pour une décision une réglementation qui va faire en sorte que le citoyen guinéen soit protégé à travers la consommation d'eau saine de très bonne qualité. Cette rencontre d'échange et de partage devra permettre à l'Office national de contrôle de qualité de parachever ses actions déjà engagées sur le terrain pour réglementer la commercialisation et la production des eaux minérales en Guinée. Selon des récentes enquêtes, plus de 275 unités de production des eaux ont été identifiées à travers le pays. 419 policiers bénéficient d'une formation de traitement judiciaire et des techniques d'intervention de la délinquance primaire dans les quartiers. Une formation rendue possible grâce à l'Union européenne en collaboration avec le ministère de la Santé, de la Sécurité et de la Protection civile. Cette action permettra de restaurer la légitimité des services des policiers auprès de la population et rétablir ainsi le contrat social entre eux et les communautés. Reportage Moussa Sefa Kamara. C'est pour renforcer les capacités de la police de proximité afin de mieux intervenir dans les affaires judiciaires des communautés et la délinquance primaire dans les quartiers que cette formation a été organisée. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité initiée par le gouvernement. On attend un policier qui est réconcilié avec la population. Du côté des bénéficiaires, brigadier-chef Mamadou Doudou Keïta exprime les tâches à accomplir par sa corporation auprès des citoyens. Notre rôle, le rôle de la police de proximité, nous mettons ça en œuvre pour la population, pour la sécurité des personnes et leurs biens. Une police républicaine au service de la communauté, c'est l'objectif recherché par les autorités et les partenaires techniques et financiers. Ça va changer l'image de la police nationale, ça va renforcer la capacité opérationnelle des policiers et l'image de la police auprès de la population va changer et c'est ça l'objectif de l'État guinéen et de la coopération française.
De 2013 à nos jours, plus de 700 policiers formés et équipés pour accomplir leur mission de police de proximité. Les endroits ciblés sont désormais Matoto, Dapompa et Somfonia. Et puis le syndicat des professionnels de la presse guinéenne sort de son silence pour condamner l'acharnement contre les hommes de médias. Le syndicat a par la même occasion dénoncé la condamnation d'un journaliste à Cancan. Ces défenseurs des droits des professionnels de l'information attirent l'attention de l'opinion nationale et internationale sur un éventuel projet de loi sur les musulmans de la presse en Guinée. Compte rendu Bamamadou Alpha. Bouyakebe, journaliste à la radio Milieu FM de Cancan, a été condamné par le tribunal de première instance de la même localité le mercredi dernier au paiement d'1 million de francs guinéens. Il était poursuivi pour complicité d'outrage contre le chef de l'État à travers une émission interactive qu'il anime. Le syndicat des journalistes s'indigne et dénonce le comportement du procureur qui a diligenté cette procédure. Le syndicat de la presse privée de Guinée exprime sa profonde indignation. Le crime, si c'en est un, de notre confrère n'aura été que de passer un auditeur dans son émission interactive au cours de laquelle ces derniers auraient proféré des propos outragés à l'encontre du président de la République. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le procureur avait intimé aux journalistes l'ordre de rechercher l'auditeur en question dont il n'ignorait pourtant pas d'identité. Le mouvement syndical mentionne d'ailleurs que cette condamnation n'est pas un cas isolé. D'autres journalistes encore ont été victimes d'intimidation et d'agression dans l'exercice de leur métier. Et tout cela au vu et au su de la HAC et des patrons des médias. Les derniers cas en date furent l'agression dont ont été victimes Ibrahima Lenkol Souma de Nostalgie FM, Ibrahima Labaya Kamara de Continental FM et Moussa Moïse Silla d'Espace TV. Par ailleurs, le SPPG s'interroge sur le silence coupable de la haute autorité de la communication, qui est l'instance de régulation des médias face à ces agressions répétées contre les professionnels de la presse. Le syndicat s'inquiète aussi face à l'indifférence des associations patronales de presse. Le SPPG se dit déterminé à s'opposer à toute tentative de musulmans de la presse en Guinée en faisant allusion au projet de loi qui est en cours d'adoption à l'Assemblée nationale. Le SPPG exprime sa détermination à ne reculer d'un iota face à une quelconque tentative d'intimidation ou des musulmans bien sûr de la profession. En tout état de cause, le syndicat interpelle les autorités administratives, les associations patronales de presse, ainsi que l'opinion nationale et internationale sur ces agissements devenus récurrents contre les hommes des médias qui ne favorisent aucunement le libre d'exercice de la profession de journaliste en Guinée. Pour réussir ce combat, le syndicat des professionnels de la presse guinéenne sollicite la mobilisation de toute la corporation. Sport à présent, le Orea Athletic Club et l'ASK s'affrontent dimanche au compte de la 18e journée du championnat guinéen. À 48 heures de ce classico national, la confiance reste de mise chez les deux adversaires. Si le Orea prétend confirmer sa supériorité, les sous-marins jaunes doivent assurer la revanche. L'enjeu de cette rencontre est donc de taille pour les responsables de la Ligue professionnelle du football guinéen. Ça, à Luyambono. Un match qui s'annonce sous forme de confiance pour le Orea Athletic Club et l'ASK l'homme qui se valent en termes de statistiques cette saison. Vainqueur au match aller, le Orea Athletic Club pourrait se rapprocher davantage du titre en gagnant cette rencontre qui se joue dans 48 heures. Le sélectionneur des Rouges et Blancs de Matam dit ne s'occuper de l'adversaire, même s'il est loin de nier ses performances. Quand je dis je ne m'occupe pas de l'adversaire, je sais pertinemment qu'ils ont 2-3 joueurs qui sortent de l'ordinaire et comme je parle avec mes joueurs, je leur dis exactement attention les faiblesses, soit ça les qualités. Donc voilà, c'est la même chose pour Kaloum. L'adversaire est ex aequo avec nous, ça montre donc qu'il a des qualités et qu'il est assez régulier, même si il y a eu un petit dérapage chez le dernier. Les mêmes chances pour le Tunisien de l'ASK qui prétend lui aussi au titre de champion de Guinée. Hussein Guider n'entend pas le mot défaite. Pour lui, un seul verbe reste sur les lèvres, c'est gagner. On va aller loin pour prendre notre championnat. Il
faut qu'on gagne ce match. Il n'y a aucun résultat, seulement ce qu'il faut qu'on gagne. Seulement ce que le résultat, ça, j'ai dit à mes joueurs là, il faut qu'on gagne. Seulement ça. Oroya Athletic Club AS Kaloum, le plus grand classico du pays. Les rencontres entre ces deux grandes équipes du championnat guinéen se jouent également sous fond de tension. Et pour des raisons de sécurité cette année, la rencontre du dimanche est délocalisée du stade de la Mission pour le stade du 28 septembre. On a une belle pelouse ici, la Mission, une très belle pelouse, mais les issues entrées-sorties qui peuvent en tout cas garantir la sécurité en cas de problème n'existent pas encore. C'est pourquoi l'AS Kaloum a conscience que en voulant organiser un match comme Oroya ASK ici, il peut y avoir des problèmes. Dès que le problème a été posé, très conscient de la chose, il dit non, c'est là-bas que ça peut se jouer, pas ici. La délocalisation pourrait ne pas suffire pour calmer les ardeurs, et c'est pourquoi les responsables de la Ligue guinéenne de football professionnel demandent aux dirigeants des deux clubs de fournir plus d'efforts dans la sensibilisation des supporters. Du perdant au vainqueur en quelque sorte, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, est désormais bien placé pour succéder à David Cameron. Suivez. Ils veulent un Royaume-Uni indépendant, finalement ils auront un Royaume désunis. Alors que le Brexit sort gagnant dans le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le parti républicain irlandais Sinn Féin appelle à un référendum sur une Irlande unifiée. Selon le Sinn Féin, le vote en faveur du Brexit aura des conséquences énormes sur la nature de l'État britannique. En Irlande du Nord, voir revenir les frontières entre les deux États de l'île préoccupe, car les postes frontières sont le symbole d'un conflit passé, et si le processus de paix est enraciné dans les consciences, le Brexit va à l'encontre de la réconciliation entre les communautés. Pour les Écossais, la situation est tout aussi inquiétante. Vraiment choqué. La nuit dernière, j'étais au bureau de vote et je parlais à tout le monde et je n'ai trouvé personne qui a voté pour sortir. Donc c'est un choc énorme pour nous en Écosse. Je préférerais nous voir unis et encore dans l'Union européenne. La Premier ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, voit l'avenir de l'Écosse au sein de l'Union européenne. L'Écosse pourrait décider de prendre son indépendance. Les Écossais sont nombreux à penser que l'Union européenne garantit la solidarité au-delà des frontières et craignent le retour de celle-ci, mais il n'y a pas consensus. Une partie de la population écossaise est plutôt eurosceptique. Les partisans nationalistes, eux, espèrent que l'Écosse restera dans l'Union quoi qu'il arrive, en tant que nation indépendante. Les réactions de l'autre côté de la Manche, maintenant pas d'unanimité, naturellement dans la classe politique française, soit la signification et des conséquences du vote des Britanniques. Regardez. Hué, insulté devant sa maison par une centaine de manifestants anti-Brexit, l'ancien maire de Londres est escorté par des policiers jusqu'à sa voiture, sans aucun mot pour les caméras. Boris Johnson s'est illustré comme un des plus grands partisans du Leave, la sortie de l'Union européenne. Aujourd'hui, il gagne son pari. Il ne l'a jamais caché, il souhaite reprendre la place de David Cameron et les chances qu'il y arrive sont désormais grandes. Malgré tout, il lui rend hommage. Je voudrais d'abord rendre hommage à David Cameron qui s'est exprimé plus tôt à Downing Street. Et je sais que je parle pour Michael Gove en disant à quel point je suis triste qu'il ait décidé de démissionner, mais évidemment, je respecte sa décision. L'ancien maire de Londres est une personnalité très populaire auprès des pro-Brexit, ce qui est un avantage pour Boris Johnson dans un paysage politique bouleversé. Cette personnalité explosive s'est fait connaître par son talent oratoire, un goût de la provocation osée et un discours musclé sur l'immigration. Boris Johnson, qui voulait être roi du monde dès son plus jeune âge, pourrait, dans une moindre mesure, réaliser une infime partie de son rêve. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon Ramadan.